Bonsoir à toutes et à tous. C'est une édition spéciale de Sens Public que je vous propose ce soir en direct sur Public Sénat. On va tenter de prendre un peu de recul un peu plus de 3 heures après la chute du gouvernement Bayrou. Il aura donc manqué 86 votes au Premier ministre pour prolonger son bail à Matignon. Mais comme prévu, les socialistes ont rompu l'accord de non-censure qui tenait depuis près de 9 mois. En votant aujourd'hui contre la confiance, les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner. De là où il est temps au président de la République de faire son devoir plutôt que de céder à son bon plaisir. Nous sommes prêts, qu'il vienne nous chercher. Et c'est une nouvelle ère d'incertitude politique qui commence. Que peut faire Emmanuel Macron? Combien de temps la gauche tiendrait-elle au pouvoir? La dissolution de l'Assemblée nationale réclamée par Marine Le Pen changerait-elle vraiment la donne? On répond à ces questions dans notre premier débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est l'histoire d'une semaine à haut risque que l'on va vous raconter. Le mouvement Bloquons tout mercredi. La note française qui pourrait être dégradée par l'agence Fitch vendredi, rendant potentiellement notre dette encore plus chère à rembourser. Le président de la République subit des pressions contradictoires. Peut-il se redonner une marge de manœuvre? Que vont dire les réformes qui devaient être votées à partir du 22 septembre? Réponse tout à l'heure. Et j'en suis sûr, cette actualité historique vous fait forcément réagir. Vous pouvez vous aussi poser vos questions en flashant ce QR code. N'hésitez pas à participer, notamment pour nous dire comment vous avez vécu cette journée, cette chronique d'une chute annoncée que nous raconte tout de suite Clémentine Louise. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. La chute était prévisible, mais peut-être pas aussi douloureuse. 364 députés rejettent la confiance demandée par le Premier ministre contre seulement 194. Après 8 mois de mandat, François Bayrou déposera sa démission demain auprès du chef de l'État. Lors de son dernier discours de politique générale cet après-midi, le Premier ministre ne change ni la tonalité grave de ses paroles, ni même une ligne du budget. Tous les ans, les dépenses s'accroissent, les déficits se répètent et les dettes s'accumulent. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement. Mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le vote a duré plus de 2 heures, durant lesquelles les chefs des groupes parlementaires ont pris successivement la parole, aussi bien pour réaffirmer leurs consignes de vote que pour envisager la suite. Sur les bancs roses, les socialistes trépignent et n'attendent qu'une chose, que le chef de l'État leur ouvre les portes de Matignon. En votant aujourd'hui contre la confiance, les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner et à rechercher dans un même élan la stabilité politique et la justice fiscale, sociale, territoriale. Mais dans l'hémicycle, un gouvernement socialiste ne passe pas ou ne passe plus. Laurent Wauquiez revoit sa copie et assure un barrage immédiat à un gouvernement de gauche inspiré du Front populaire. Nous n'accepterons jamais que se mette en place ici le programme funeste du nouveau Front populaire. Et cela vaut évidemment pour un gouvernement socialiste qui prônerait ou porterait ce programme. La France insoumise déposera demain une motion de destitution du président de la République. Quant au Rassemblement national, Marine Le Pen réclame une dissolution de l'Assemblée nationale. Une manœuvre d'ores et déjà écartée par l'Élysée, puisqu'Emmanuel Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. François Bayrou renversé, c'est évidemment Emmanuel Macron qui se retrouve en première ligne et on en débat tout de suite avec Jean Garrigue. Bonsoir, bienvenue, vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées et vous publiez Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent. Il paraît ce mercredi aux éditions Odile Jacob. J'accueille Bérangère Bonde. Bonsoir Bérangère, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau, journaliste politique. Thibaut Mullier, constitutionnaliste, bonsoir. Bienvenue, vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre. Combien de cours aujourd'hui? 3. Ben ça va, vous avez encore la forme. J'espère. Ça va. Parce que nous, on pète la forme. Il y a un peu d'activité. À 22h et quelques pour commenter cette actualité historique. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir bienvenue Thomas. à vous. Constitutionnaliste, vous aussi éditorialiste pour Sens Public. Et donc, puisqu'on est en direct, vous pouvez réagir, flasher ce QR code et poser vos questions à nos invités. Jean Garrigue, qu'est-ce que vous retenez? Une question très générale pour ouvrir le débat. Que retenez-vous de cette journée, plus particulièrement dans le discours de François Bayrou? Est-ce qu'il a réussi sa sortie, si tant est qu'on puisse employer cette expression? Je dirais qu'il ne l'a pas raté, en tout cas, dans son discours, que j'ai trouvé
avec la gravité nécessaire dans, je dirais, la cohérence de ce que voulait représenter François Bayrou, qui s'est vécu comme un Cassandre, comme Pierre Mendès France, qui était ouvertement son modèle, en cohérence d'ailleurs avec son parcours, ce qu'il a toujours dit sur la dette, le surendettement, et qui a voulu sortir avec les honneurs plutôt que dans le déshonneur d'un débat parlementaire qu'il aurait perdu et d'une motion de censure éventuelle. Simplement, le problème, c'est que Pierre Mendès France, quand il était sorti en février 1955, il était sorti avec 54% d'opinion positive. François Bayrou est le Premier ministre le moins populaire de la Ve République, et il était sorti avec un bilan aussi très positif. On y reviendra sur le bilan de François Bayrou. Et là, ce qu'on peut dire, et je termine juste là-dessus, c'est que cette sortie de route, par ce vote de défiance, elle est grandement imputable à la manière dont François Bayrou, en tant que Premier ministre, n'a pas appliqué ce que François Bayrou, homme politique, avait toujours dit de sa méthode et de l'esprit de compromis qui devait présider à sa réforme. Ouais, avec un destin, Bérengère Bond, de François Bayrou, qui s'est sans doute joué cet été. À quel moment il a perdu le soutien à minima des socialistes, c'est-à-dire cet accord de non-censure qui lui avait permis de tenir jusque-là? L'histoire avec les socialistes, le début de rupture, je pense, remonte à un peu avant, au moment de l'affaire Bétharram, et même au tout début de l'affaire Bétharram. Il y a une violence qui s'installe de part et d'autre. On est en février. Donc même, il est entendu pour mémoire devant la commission Bétharram à l'Assemblée en avril, mais là, même en mai. Mais là, on est début février quand l'affaire sort et qu'il s'empêtre, si je puis dire, dans des versions successives. Et là, il y a une violence qui s'installe. Je suis d'accord avec vous, mais... Et on est au même moment, il y avait eu ces 2 motions de censure à ce moment-là. Les socialistes tentent à nouveau de faire voter la défiance. Enfin, il y a quelque chose qui s'est installé dès ce moment-là. Mais mi-juillet, il présente son projet de budget, c'est 40 ou 44 milliards d'économies. Il y a bien eu des moments où il aurait pu prendre langue avec les socialistes pour négocier. Mais précisément, c'est ce qu'il n'a pas fait. Enfin, il n'a pas voulu le faire. Moi, j'étais frappée. Je le trouvais... Le mot qui venait, c'était abattu en le voyant tout à l'heure. Il y a un terrible constat d'échec sur un projet centriste qui jalonne toute sa vie, et sur la méthode, sur un dialogue qui n'a pas réellement cherché à établir, manifestement. Et avec un François Bayrou qui, dans son discours, a prononcé ces mots, le pronostic vital de la France est engagé. Alors là, on est sur la question de responsabilité qui est quand même intéressant à évoquer. Thibault Mullier, les députés ont-ils fait preuve d'irresponsabilité face à notre situation budgétaire? C'est ce que laisse entendre depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et dans son discours de politique générale, François Bayrou. D'irresponsabilité budgétaire, je ne sais pas, parce que le budget, par définition, est un acte ô combien politique. Oui. Et là, manifestement, de ce pré-budget qui avait été présenté au mois de juillet et qui avait manifestement beaucoup clivé, et il avait même perdu une relative bienveillance du Rassemblement national avec les 2 jours fériés, c'est ce qui avait quand même clivé, et il avait déjà perdu le soutien des socialistes, ça a déjà été dit, encore plus à la suite de l'échec du conclave des retraites. Bon, il y a une prise de position nette, mais il n'y a pas de coalition possible a priori, mais il y a une prise de position nette que le pré-projet de budget n'est pas quelque chose qui, politiquement, est accepté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envisager des contre-budgets, je pense au Parti socialiste, mais le problème, c'est toujours avoir une majorité ou en tout cas une coalition suffisante pour faire... Je veux bien vous entendre sur ce mot de responsabilité. Je vais vous donner la parole à Anne, mais parce qu'on peut aussi taxer le Premier ministre d'irresponsabilité. Il a clairement ouvert une crise politique. De lenteur, surtout. Auparavant, mais là, Thomas parle de la sortie de l'été, sa décision de premier 9 mois après, c'est ça le problème. Non, mais Thomas, vous avez raison, parce que c'est un problème d'agenda et de méthode. C'est-à-dire qu'il commence en proposant un certain nombre de réformes qui vont cliver et rendre impossible le dialogue, en réalité. Au lieu d'abord de faire ce choc de responsabilité qu'il a fait à la fin du mois d'août, disant qui pouvait amener à un vote de confiance, prendre conscience et rendre l'opinion consciente de cette thématique du surendettement, etc., finalement, tout le monde aurait pu être d'accord là-dessus. Et ensuite, il négociait et
en bout de course, il proposait un certain nombre de réformes et peut-être on a un peu de peine à comprendre notamment pourquoi cette question, par exemple, de la taxe Zuckman, qui était la clé pour obtenir au moins une neutralité du Parti socialiste, qui aurait été nécessaire pour ce vote de confiance, on a de la peine à comprendre qu'il n'ait pas au moins négocié autour de cette thématique, ou plutôt on le comprend parce qu'en réalité, c'était ses alliés du socle commun qui ne voulaient pas de cette taxe Zuckman. Oui. Donc ça montre bien, si vous voulez, le problème auquel il était confronté. Un petit mot de calendrier, Anne-Charlène, parce que c'est pas parce que le budget présenté par François Bayrou passe potentiellement à la trappe que on n'aura pas un budget, que la France va être en shutdown comme ça peut arriver aux États-Unis. On peut le rappeler en quelques mots quand même. On peut le rappeler en quelques mots, il n'y aura pas de shutdown à la française parce que déjà c'est pas possible dans notre Constitution. L'article 47 prescrit que dans les cas les plus urgents, on peut même adopter le budget par ordonnance. Alors là, je vous laisse imaginer à quel point le soufflet à l'Assemblée nationale aurait du mal à passer, mais on commence à s'abonner et à s'habituer aux lois de finances spéciales qui sont ces petits ponts que nous faisons entre une loi de finances qui n'a pas réussi à être adoptée et une prochaine. Donc, tout laisse à penser qu'on ne respectera pas notre calendrier budgétaire, puisqu'il faut une date de dépôt au 7 octobre, mais qu'on aura cette petite rustine, étant donné qu'il faut encore 15 jours, que ça nous a été toléré pour Michel Barnier l'année dernière, on imagine mal que le Conseil constitutionnel ne nous les autorise pas cette année. Mais voilà, le mot qu'on peut retenir de François Bayrou, peut-être, c'est le dernier, c'est cette idée que la démocratie est pour lui abîmée par ce qui se passe ce soir, et il le dit, c'est un sens des responsabilités, mais c'est un sens aussi du dialogue démocratique. Sauf qu'en fait, ce qu'on peut lui reprocher finalement, c'est qu'il se réclame d'une forme de paternité de la 4e République sans avoir complètement compris comment fonctionnaient les partis de la 5e. Il fallait soit pas accepter d'être nommé Premier ministre dans ce contexte-là, soit ne pas forcément dramatiser les enjeux dans un Parlement qui, de toute façon, n'était pas acquis à sa cause depuis le début. Donc la logique de la non-censure, c'est pas la logique de la coalition, et ça, il l'a compris trop tard. Et dans son discours, François Bayrou a fait appel à la conscience personnelle de chaque député. Écoutez. J'ai choisi de m'adresser à vous comme si le destin n'était pas écrit, comme si la réponse de l'Assemblée nationale à l'engagement de responsabilité n'avait pas été annoncée partout, à cor et à cri, sur tous les tons et toutes les antennes, de la part du plus grand nombre des groupes de cette Assemblée. Je m'adresse à vous en prenant au pied de la lettre nos principes, énoncés à l'article 27 de la Constitution. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel, ce qui veut dire en principe que les mots d'ordre n'ont pas leur place ici. Ce qui a sa place ici, c'est la conscience personnelle de chacun des députés de la nation. François Bayrou qui donc n'a pas été entendu. J'accueille Audrey Betaz. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bienvenue. 364 voix contre la confiance au gouvernement. Je rappelle le résultat, 194 pour 15 abstentions. C'est plutôt sévère pour François Bayrou? En effet, je suis certaine que vous voulez le détail. Mais oui. Alors on y va. On va commencer par les surprises. Et elles viennent de droite, de LR plus précisément, qui fait partie, on le rappelle, en tout cas jusqu'à maintenant, du socle commun et qui participait au gouvernement. Laurent Wauquiez a accordé cet après-midi la liberté de vote à ses députés contre l'avis de Bruno Retailleau, le patron de LR. Eh bien, cette liberté, ils l'ont saisie. 27 ont voté pour la confiance du gouvernement, 27 sur 49 membres en tout, dont le chef du groupe Laurent Wauquiez, 13 contre, et 9 se sont abstenus. Parmi les votes contre, il y a celui de Yann Boucard. Yann Boucard, il est député du territoire de Belfort, il est vice-président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée. Il était au micro de nos confrères d'LCP tout à l'heure qui lui ont forcément demandé pourquoi il avait voté contre un gouvernement dont son groupe fait partie. On l'écoute. Parce que comme 84% des Français, je ne fais pas confiance à François Bayrou. Et la question qui nous était posée aujourd'hui, c'était de donner un chèque en blanc ou non à François Bayrou. Vous avez raison, on a des très bons ministres de la droite républicaine qui sont présents dans ce gouvernement. Et je suis certain que le prochain locataire de Matignon, qui sera désigné dans les heures ou les jours à venir par le chef de l'État, comprendra ces ministres de la droite républicaine, notamment par exemple Bruno Retailleau à l'intérieur. Pourquoi pas ? Et Audrey, il y a d'autres surprises. Oui, une. Dans le socle commun, les groupes macronistes, Modem et Horizon ont voté pour la confiance à la quasi-totalité, à l'exception de Violette Spielbout, élue macroniste du Nord, qui s'est abstenue en raison des prises de position de François Bayrou sur l'affaire
Bétaram. Elle s'en est expliquée dans un message sur le réseau social X, message que je vais vous lire en partie. « J'ai été profondément choquée, dit-elle, qu'il n'ait pas eu de mots pour les victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles dans les écoles et qu'il ait nié avec tant de mépris la qualité du travail transpartisan de la commission dont j'étais l'une des co-rapporteurs à l'Assemblée nationale, sans remettre en cause mon soutien aux actions gouvernementales dans d'autres domaines. Je m'abstiens. » Voilà, elle a très mal pris le fait qu'il critique la commission parlementaire dont elle était co-rapporteure. Voilà pour la réaction de Violette Spilbou. Alors du côté des autres groupes. Alors les députés du Rassemblement national, leurs alliés ciotistes de l'UDR, ainsi que les 4 groupes de gauche, les Insoumis, les socialistes, les écologistes et le groupe des communistes et ultramarins, ont voté à l'unanimité contre. Le groupe indépendant, lui aussi, a voté contre à une large majorité. 15 contre, 4 pour et 4 abstentions. Je finis avec le reste du contingent qui vient des députés non inscrits. 6 contre, 3 pour et 1 abstention, ce qui nous permet, Thomas, d'arriver à ce résultat si sévère pour François Bayrou. Merci beaucoup, Audrey. Je me tourne vers vous, Bérengère Bonte. Qu'est-ce que ça dit de la fragilité du socle commun, ces résultats en détail? C'est ça qui est intéressant. Ça dit surtout beaucoup de ce qui se passe. Et ce qui va être très, très intéressant à observer, c'est ce qui se passe chez les Républicains. Parce que, à la limite, c'est même la surprise. On se souvient qu'au moment de la dissolution l'année dernière, tout le monde avait été surpris, Emmanuel Macron, le premier, par le fait que la gauche arrive à s'entendre. Cette fois-ci, le vrai doute pour les semaines à venir vient des Républicains, avec un Laurent Wauquiez qui a retrouvé une énergie, notamment depuis la dissolution, mais enfin, a fortiori ces dernières semaines. Bruno Retailleau qui préside le parti, mais qui quand même a une place au gouvernement. Toute la question est de savoir dans quelle mesure le parti lui-même peut rester dans cette coalition. C'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller. Alors vous parliez de Laurent Wauquiez, Bérengère, on va l'écouter. Il avait refusé de donner une consigne de vote aux députés de son groupe à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, vous m'aviez donné votre accord. Vous m'aviez dit que vous étiez prêt à entendre la parole et à clarifier la position. Cette parole, nous l'avons attendue et nous ne l'avons jamais entendue. Et je le regrette, je vous le dis avec la même franchise. Parce que si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine. Tel n'a pas été le cas. On ne vous demandait pas de vous renier. Je ne vous demandais pas moins d'économie, mais plus d'économie. Vous avez fait un choix, je le respecte, mais je ne demande jamais aux députés de mon groupe de voter contre leur conscience. Il y a une guerre Retailleau-Wauquiez qui est clairement rallumée. Jean Garry, avec quelles conséquences pour les deux hommes? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bruno Retailleau a réussi son pari initial, c'est-à-dire d'entrer dans la lumière en entrant dans ce gouvernement et d'occuper une place qui n'était pas évidente parce qu'il était en permanence en dissidence par rapport à François Bayrou et surtout par rapport à Emmanuel Macron. D'ailleurs, chez nos confrères de France 2 ce soir, il a dit qu'il était prêt à continuer à rester au ministère de l'Intérieur. Sous condition. Évidemment. Mais pour l'instant, son calcul, son pari, qui est celui de la présidence, ouvertement on le voit aujourd'hui comme un candidat à la présidence, c'est quand même de prolonger encore le bail au gouvernement. C'est comme ça qu'il s'est relancé et qu'il a relancé son parti, il faut quand même le dire, parce que les Républicains étaient quand même au plus bas. Simplement, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est candidat aussi depuis toujours, qui est Laurent Wauquiez, et qui évidemment fera tout pour affaiblir son partenaire. Et c'est vrai que cette compétition au sein des Républicains va être décisive pour l'avenir justement du socle commun, et même pour les combinaisons qui pourraient être tentées. Je prends juste un exemple. On parle éventuellement du nom de Xavier Bertrand pour diriger le nouveau gouvernement, parce que Xavier Bertrand est socialo-compatible, qu'il a une image plutôt d'homme de la droite sociale. Simplement, si Xavier Bertrand est propulsé à Matignon, est-ce que Bruno Retailleau ne va pas trouver qu'il lui fait un peu d'ombre, et Laurent Wauquiez lui aussi d'ailleurs. Est-ce que ça va être Il y a une inimitié Laurent Wauquiez-Xavier Bertrand qui date. Hein. Donc vous voyez, on est quand même dans un jeu. En plus, c'est vraiment un jeu de billard à 3 bandes, et je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Thibaut Mullier, on peut quand même faire le bilan. Alors en l'occurrence pour Bruno Retailleau,
Retailleau, c'est un peu plus de 9 mois, hein, ça fait une année complète, puisqu'il était déjà du gouvernement Michel Barnier. Les LR sortent malgré tout renforcés de cette année de présence gouvernementale. Est-ce que ça a changé un petit peu est-ce qu'on peut parler d'un retour d'un parti de gouvernement, même s'ils n'ont pas plus de députés à l'Assemblée, et ils restent aussi faibles de ce côté-là? En tout cas, si vous me permettez l'expression, ils n'ont pas perdu de plume dans l'exercice du pouvoir. C'est vrai que c'est assez remarquable. En 10 mois, on a 2 premiers ministres, enfin 2 gouvernements qui sont tenus à la démission, donc désavoués par l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que manifestement, chez les LR, en tout cas M. Retailleau, ne subit pas en fait ce désaveu. D'autant plus que dans les certaines prises de parole pour le débat qu'il y a eu cet après-midi, même si c'est le Premier ministre qui engage la confiance, enfin qui demande la confiance à l'endroit de son gouvernement, au nom de la solidarité gouvernementale, il y a quand même un discours très personnalisé sur la personne de François Bayrou. Ce qui peut-être conduira à une interprétation, je pense un peu trop rapide, mais au président Macron de renommer quelqu'un plutôt du centre-droit ou de la droite sera jouable pour adopter un budget. Mais on va quand même arriver dans une situation où les LR n'ont pas perdu beaucoup de plumes, restent un petit groupe, je crois qu'ils sont 48 ou 49, et il reste un soutien important. Même si on retire les votes négatifs de Lyotte, des Républicains, je ne compte pas les abstentions, et des non-inscrits, on a 66 voix contre, et donc le groupe socialiste qu'on a avancé comme celui qui faisait le pivot, fait difficilement pivot en réalité. Donc on peut toujours s'appuyer sur les Républicains. Et c'est vrai que peut-être qu'il va continuer à jouer un rôle important, alors que son poids numérique n'est pas très fort. Et si la nomination de quelqu'un à Matignon est plus à droite, alors soit c'est Xavier Bertrand, là c'est pour donner des gages plutôt au centre-gauche, mais si c'est plus à droite, alors là on est dans une configuration où peut-être qu'il y aura, si le Premier ministre répond aux desiderata, en tout cas en partie du Front National, et bien peut-être qu'on aura un non-soutien, mais en tout cas au Rassemblement National, on aura peut-être une situation où il y aura une bienveillance pour l'adoption d'un budget, et ils continueront leur petit bonhomme de chemin alors qu'ils sont faibles numériquement. Alors, vous voyez ce QR code, c'est l'une des nouveautés de la saison. Je dis ça à Jean Garrigue, qui est un habitué, mais qui le découvre ce soir. On n'a rien inventé, d'autres le font depuis des années, mais en tout cas, ça met de l'interactivité dans Sens Public. Question d'Alain, qui nous écrit de Champs-sur-Marne. Alors ça, je vais vous la poser, réponse assez courte. Pourquoi M. Macron ne désigne pas aujourd'hui même un nouveau Premier ministre, alors qu'il connaissait l'issue du vote depuis plusieurs semaines, qu'il avait dissous l'Assemblée nationale le soir des élections européennes? Il y a de l'impatience chez certains de nos téléspectateurs. Il faut déjà recevoir la démission. Alors oui, mais je pense que, d'un point de vue contentieux, je pense que le fait d'avoir été désavoué aujourd'hui, on considère qu'il expédie déjà les affaires courantes à partir de ce soir. Mais bon, ça on pourrait le discuter parce que c'était au moment de la censure de Pompidou qu'on avait une réponse aussi claire. 2 choses. La première, c'est qu'il n'est tenu par rien constitutionnellement, donc de le faire maintenant, demain ou dans 10 jours, il n'y est pas tenu. Politiquement, mais c'est une interprétation plus personnelle, tant qu'il y a quelques jours, quelques semaines sans Premier ministre, ou en tout cas un gouvernement qui expédie les affaires courantes, la focale est mise sur lui. Alors c'est assez risque et péril parce que la pression est plus importante sur lui, mais on ne se retourne plus sur que va faire le président. On va continuer de s'y intéresser, Bérangère. Le fait est qu'il a manifestement un peu avancé déjà sur le sujet, puisque l'Élysée dit ce soir que c'est une question de jours. Ah oui, mais il nous a déjà fait le coup. Pardon, Bérangère. Mais il nous a... Alors là, le communiqué de l'Élysée ou le off de l'Élysée qui nous dit c'est dans quelques jours. Il nous a de nous dire c'est imminent. Honnêtement. Bon. Vous y croyez? Que ce soit plus rapide. Tous les scénarios sont ouverts. D'ici quelques jours, c'est la classique de l'Élysée. Il ne peut pas refaire les 50 jours de Michel Barnier. Écoutez, espérons-le. Il y a quand même un contexte qui n'est pas tout à fait le même. Je me tourne vers vous, Anne-Charlène, parce que c'est intéressant de décortiquer ce que ce vote de confiance est censé provoquer dans notre histoire politique et constitutionnelle. Soit c'est pousser un thème, un sujet dans l'actualité, soit consolider une base de majorité. Là, c'est raté. C'est la double inconstance, c'est le double échec. C'est-à-dire que ce soir, le Premier ministre tombe, mais le socle commun avec lui. Et c'est sur ce décès que j'ai choisi de me pencher ce soir. Notamment parce que c'était un alliage déjà très baroque à l'issue des urnes du 7 juillet. Mais on voit bien qu'aujourd'hui...
On avait un bord politique qui était le RN qui considérait qu'on lui avait volé l'élection. On avait un bord politique qui était le NFP qui considérait qu'on lui avait volé l'élection. Ouais. Et on a aujourd'hui un socle commun qui considère qu'on lui a un peu confisqué sa sortie. Puisque c'est vrai que c'est François Bayrou qui a décidé seul de ce moment, de ce storytelling. Et donc, ça a forcé tout le monde un peu à sortir du bois. Ça n'arrange pas la droite, ça n'arrange pas complètement la gauche non plus, contrairement à ce qu'ils disent. Et donc, il y a une forme de nébuleuse autour de ce qu'était cette majorité. Et là, il y a un point historique important, c'est que traditionnellement, la question de confiance peut permettre au Premier ministre de se consolider ou de se consolider sa majorité. Notons Michel Rocard, période de majorité relative, qui obtient le plus grand score de confiance. Donc, ce soir, le socle commun est sûrement mort, puisqu'il aura le prochain Premier ministre qui peut-être en sera issu, une base encore plus minoritaire. Regardons. Si le Premier ministre est issu de la gauche, eh bien, on sait que la gauche a dit qu'elle ne gouvernerait pas avec le centre pour des raisons de clarté. Ensuite, si le gouvernement ne vient pas de la gauche a dit qu'elle aurait du mal à donner à nouveau son assentiment. Et donc, de ce fait, on pourrait estimer que la gauche ne ferait plus partie du pacte de non-censure, ou en tout cas à moindre échelle. Si le Premier ministre vient de la droite, ou si la droite est choisie, on sait que des conditions sont posées. Ce qui signifie, là encore, qu'on n'a pas une forme d'association aussi lâche que ce qu'on avait eu avec François Bayrou. Donc, le gouvernement a de fortes chances d'être encore plus restreint, et sa base parlementaire, elle aussi. C'est la peau de chagrin. Quelle est la voie qui existe encore ? Alors la seule, c'est la non-censure, on le sait, c'est la seule qui arithmétiquement tient la route, mais la question, c'est comment. Alors bon, il y a maintenant cette idée de proposer les thèmes d'abord, Gabriel Attal le dit, le groupe LR également, et le vrai problème, à mon avis, et c'est le dernier, c'est la logique présidentielle. C'est-à-dire qu'on voit bien que de ce fait, avec cette ce nouveau renversement, eh bien tous les partis sortent du bois en créant les fameuses scissions internes très promptes à la présidentielle. Les LR sont divisés en autant de familles, et donc on ne peut pas sortir de ça gagnant, d'autant que les seules périodes d'unité nationale que nous avons eues dans notre histoire, je parle évidemment sous le contrôle de Jean Garrigue, la troisième force, l'unité nationale, on était soit d'accord sur les hommes, soit d'accord sur les urgences, et là, on a les deux qui font défaut ce soir, donc clarification, on va voir. Effectivement, on l'attend toujours, la clarification, et donc, c'est le titre de notre débat, tous les regards qui se tournent vers l'Élysée, vers Emmanuel Macron. Bérangère Bonte, est-ce que vous diriez qu'il n'y a que des mauvaises solutions ? Je pense que oui, on n'a pas très envie d'être à la place d'Emmanuel Macron ce soir. Clairement, il y a cette dissolution qui va tôt ou tard se reposer, selon moi. Je ne suis pas la seule à le penser. Et dans le choix immédiat d'un Premier ministre, il y a une recherche de cet accord de non-censure qui, chaque bouger, comme on dit maintenant, complique le jeu. C'est-à-dire d'aller chercher un Premier ministre socialiste, lui le privera d'une partie de la droite. Et honnêtement, pour le coup, je pense que des mauvaises solutions. Il faudra bien en trouver une. Mais... Une hypothèse émise par l'un de nos téléspectateurs, Patrick, qui écrit d'Arcachon. Je vous pose la question, Thibaut Mullier. Dans un contexte politique et social aussi tendu, l'hypothèse d'une utilisation de l'article 16 de la Constitution pour prendre des mesures d'urgence est-elle envisageable ? Alors, l'article 16... à chaque crise, peu importe sa nature, on le ressort. Donc c'est habituel, alors qu'il n'a été utilisé qu'une fois et dans un contexte très particulier de la guerre d'Algérie. C'est possible juridiquement dans la mesure où le recours à l'article 16 ne souffre pas d'une quelconque contrainte. Il y a quelques obligations de forme, notamment de s'adresser à la nation et d'une réunion en fait de plein droit en session du Parlement. Mais le président de la République pourrait le faire parce qu'il aurait son interprétation, et c'est là où on pourrait beaucoup le discuter, notamment en doctrine, mais pas seulement, sur les conditions. Est-ce que les conditions de l'article 16 sont remplies ? Et là, je ne crois pas que le fonctionnement régulier des institutions soit mis en péril par une censure qui est par une absence de confiance, qui est quelque chose d'assez banal dans un régime parlementaire. Alors après, il y avait eu l'an dernier des hypothèses sur, en l'absence de budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais Anne-Charlène l'a dit, si on n'adopte pas le budget dans un délai de 70 jours, on peut légiférer par voie d'ordonnance budgétaire. Il y aurait une hypothèse, c'est de déposer un projet de loi de finances initiale et qu'il soit voté intégralement et négativement dans les délais de 70 jours. Et là, on pourrait interpréter que le recours aux ordonnances n'est pas possible, mais on aurait aussi la voie des lois de finances spéciales. Donc ça paraît quand même vraiment une question qui s'entend parce qu'elle revient à chaque crise, mais pas très
pertinente, en tout cas pas très réaliste. Et ce serait politiquement intenable pour le président Macron. Et vous répondez à la question de Christophe, qui est en Allemagne. Je suis sens public en Allemagne depuis longtemps. Chapeau pour la grande qualité. Merci. On vient de répondre, grâce à Thibault Munier, à la question que vous posiez. On va évoquer quand même une proposition qui nous semble intéressante. Elle vient de Gabriel Attal. Aujourd'hui, il se tourne vers le président de la République et il lui demande assez fermement de désigner un négociateur pour superviser la conclusion d'un accord d'intérêt général. On l'écoute. Je propose aujourd'hui de renverser la méthode. Commençons par parler du quoi avant de parler du qui. Le président de la République devrait désigner un négociateur qui mettrait autour de la même table les chefs de partis politiques pour regarder ce qui nous rassemble et quel socle minimal de budget pourrait nous convenir à tous. Et à ce moment-là, ensuite, un Premier ministre serait nommé avec un gouvernement pour garantir que ce budget puisse être adopté. C'est un changement de logique qui n'est pas habituel en France, mais qui existe chez tous nos voisins européens. Partout en Europe autour de nous, le Parlement ressemble à celui qu'on a en France. Personne n'a de majorité seul. Et pourtant, des partis arrivent à se parler, à faire des compromis pour avancer pour leur pays. Pourquoi pas, Jean Garrigue, mais moi j'ai du mal à imaginer cette assemblée découvrir d'un seul coup la culture du compromis. On est bien d'accord. Je rappelle néanmoins, et je rappelle depuis des mois, que la culture du compromis a toujours existé dans la vie politique française, y compris d'ailleurs sous la Ve République, à l'intérieur de chaque camp, et qu'elle a existé ô combien sous la Troisième et la Quatrième République, avec des résultats qui ne sont pas si mauvais qu'on a bien voulu le dire, en tout cas que le général de Gaulle a bien voulu nous le laisser entendre. Néanmoins, c'est vrai que cette culture du compromis, à l'allemande, c'est le modèle manifestement dont on nous parle là, se prépare pendant des mois. Et se prépare dans le cadre d'un régime qui n'est pas un régime présidentiel ou semi-présidentiel comme le nôtre, semi-présidentiel. Et que le problème aujourd'hui, par rapport... Non mais je pense que d'un mal peut surgir un bien. Et je pense que précisément surgisse à ce moment-là cette sorte de rattrapage démocratique vers des pratiques qui existent dans des pays étrangers, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un moment où on peut essayer, on peut tenter de faire ça. Mais le problème, c'est que vous avez d'abord une échéance qui sont les élections municipales en 2026, que ça, d'ores et déjà, ça court-circuite l'ensemble des choses. Donc ça complique la capacité des uns et des autres à se mettre autour d'une table et à travailler. Bien évidemment, on voit bien d'ailleurs comment Jean-Luc Mélenchon d'emblée a phagocyté le mouvement Blocon dans 2 jours. C'était une manière de se positionner déjà comme le principal opposant, c'est-à-dire pour l'élection présidentielle de 2027. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va être très préjudiciable pour trouver des terrains d'entente. On voit déjà les positions des uns et des autres. Le Parti socialiste qui n'a pas l'air du tout de vouloir accepter une négociation avec les Républicains et réciproquement. Donc ça va être compliqué. Mais je répète qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, dans une situation de divorce absolu entre les Français et leurs élites politiques, une situation qui, à mon sens, d'historien, est pire que celle des années 30, où existaient des horizons d'attente. Là, il n'y a pas d'horizon d'attente. On est dans une fatigue démocratique, une usure. Si on ne trouve pas des manières de gérer cette situation, qui est une situation de Troisième ou de Quatrième République, à l'intérieur des institutions de la Cinquième, on va dans le mur. Ouais. Avec, si on rentre un peu dans le détail de ce que propose Gabriel Attal, l'idée un négociateur qui ne deviendrait pas Premier ministre. Quand vous l'avez écouté, Bérangère Bonte, moi je me suis dit, c'est un peu un autoportrait, là, qu'il se voit bien négociateur. Gabriel Attal, votre avis ? Alors, sur un malentendu, le négociateur peut quand même devenir, notamment c'est ce qui se passe en Belgique, ayant en tête bon, quand même que... Là, Gabriel Attal, dans sa proposition, dit qu'il faudrait que le négociateur s'engage à ne pas devenir Premier ministre. Oui, bon. Eh ben, c'est peut-être la garantie, effectivement, d'un échange serein. Maintenant, bon courage, effectivement, avec en ligne de mire le mois de mars, les municipales. Si on prend l'exemple belge, ça fait 14 mois qu'ils essaient de faire un gouvernement dans l'une des 3, la région bruxelloise. Ils n'y arrivent pas. Ils ont changé plusieurs fois de formateur. Enfin, ils l'appellent formateur, préfigurateur ou autre. Mais en tout cas, c'est sur le papier une formidable idée. Mais quand on a en plus pas la culture, comme on l'a dit chez nous, peut-être que c'est quelque chose qui peut se décider avant une prochaine présidentielle, par exemple, dans un travail sur les programmes en amont.
Mais là, comme ça, improviser, ça semble compliqué. Alors, on parle de l'offre de service de la gauche, du Parti socialiste notamment, et des écologistes dans un instant. Si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas. C'est maintenant, vous pouvez flasher notre QR code. Mais encore un mot sur les différentes hypothèses. Thibault Mullier, notamment la question de la dissolution réclamée par le Rassemblement national. Pour l'instant, ce scénario il semble balayé par le président de la République. En tout cas, c'est ce que les retours qu'on a en off de l'Élysée. On verra bien. Hein. Est-ce que pour autant la donne changerait, la situation changerait? Est-ce qu'on sortirait de cette tripartition qui est un blocage avec une dissolution? Manifestement, alors il y a une possibilité constitutionnelle de dissoudre. Oui. Mais il y a un refus politique, en tout cas à court terme, de dissoudre parce que celles et ceux qui perdraient le plus de députés, en tout cas c'est ce qui est anticipé notamment par l'Élysée, c'est le bloc central. Mais de manière générale, quand on lit les collègues, et notamment les collègues politiques, je pense à Rémi Lefebvre, qui a fait un court papier sur The Conversation, eh bien, on voit qu'il y a une tendance beaucoup plus de fond, que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir a un peu traduite, mais c'est la fin de l'alternance et de la bipolarisation de la vie politique et de l'alternance, ou en tout cas il y avait une usure de l'alternance sur laquelle Emmanuel Macron a profité, et que manifestement il y a une tendance longue à la tripartition, et que même si sans doute les équilibres seraient un peu différents, le Rassemblement national serait plus haut, mais sans doute pas à 289 députés. Non, voilà, et la gauche manifestement se maintiendrait, mais il faudrait voir les accords, enfin s'il y a un nouveau Front populaire qui se fait, un nouveau Front populaire, mais, et sans doute que le bloc central serait le plus minoritaire désormais, mais toujours est-il que manifestement, à court terme, une dissolution à l'état actuel de l'opinion, on ne sortirait pas avec autre chose qu'une tripartition. Votre avis à tous les deux, je vous redonne la parole tout de suite. Peut-être, Anne-Charlène, pour commencer, vous y croyez au scénario de la dissolution? Et alors, il y a une autre hypothèse, c'est peut-être pas ce que vous vouliez dire, mais... je vais m'adapter, Thomas. Parce que dans les bruits là, que les journalistes politiques me font remonter depuis 48 heures, il y a l'hypothèse de nommer un Premier ministre qui serait chargé d'abord de réformer le mode de scrutin pour ensuite prononcer une dissolution. Alors, c'est possible, constitutionnellement, à partir du moment où, de toute façon, le mode de scrutin relève de la loi ordinaire, on le rappelle, donc il suffit d'une majorité pour le voter, voire même d'un référendum, welcome. La seule question qui, moi, me taraude, c'est notamment celle de la légitimité. On l'a dit, on est dans une grande crise de confiance, et en fait, on n'a pas tant perdu la majorité, on a perdu l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horizon d'alternance dans laquelle les Français se projettent. Et donc, la dissolution peut être une solution de retour aux urnes. C'est vrai que dans la logique de la Ve République, cette idée de retourner aux urnes dans les conflits constitutionnels, c'est vraiment la logique majeure, lourde. Et pourtant, quelle peut être l'issue ici, alors qu'il y a une forme de crise des vocations? C'est pour ça que la méthode Attal, si on peut la qualifier ainsi, me paraît assez intéressante. Alors moi, je ne crois pas du tout aux négociateurs scandinaves, en revanche, mais la question de se dire on se pose sur le pourquoi plutôt que sur le qui, peut être une solution de colmatage à condition de le présenter comme très court-termiste, avec quelques urgences, pourquoi pas celle du mode du scrutin, du budget, et ensuite il restera 2-3 mois de session à tenir avant de lancer la pré-campagne d'octobre. Donc voilà, le calendrier est trop court pour permettre de se projeter dans une nouvelle alternance majoritaire et surtout d'opposition, à mon avis. Est-ce que quand même la dissolution, peut-être avec un changement de mode de scrutin, Jean Garrigue, c'est pas la seule voie ou ligne de crête, certes très étroite, pour essayer de sortir de ce blocage? Ce serait la logique de la Ve République, mais je ne crois pas à la dissolution, parce que, comme ça a été dit, ce serait rétrécir encore plus ce qu'on appelle le socle commun, en tout cas le bloc central, et ce serait donner, malgré tout, même si les sondages prédisent une progression, mais assez faible, du Rassemblement national, ce serait lui donner encore plus de crédit et éventuellement pousser Emmanuel Macron à choisir pour Matignon un représentant du Rassemblement national, et qui nous dit que le Rassemblement national à Matignon serait forcément affaibli par ce passage, parce que tenir jusqu'en 2027 peut être quelque chose de possible. Donc ça voudrait dire que Emmanuel Macron mettrait sur une sorte de tremplin vers l'élection présidentielle le Rassemblement national, lui qui s'est présenté en 2017 comme le fossoyeur du Rassemblement national, celui qui allait annuler précisément cette poussée. Donc cette question de la dissolution, moi je n'y crois pas. En tout cas, pour
pour l'instant, parce que Emmanuel Macron n'y a pas intérêt. Il y a aussi un problème technique qui est le fait qu'une dissolution à court terme pousserait des élections législatives peut-être 35 jours, percutant les élections municipales. Oui. Ça s'est fait dans le temps de cumuler les élections, mais pas celle-là. Donc ça me paraît quand même un calcul difficile. Et puis, la dernière raison, alors là, qui est majeure, c'est cette question de la tripartition. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas du tout que cette tripartition disparaisse après de nouvelles élections législatives. Et je ne pense même qu'a priori, même alors que tout le monde attend de 2027 un changement majeur, etc., j'ai très peur qu'en 2027, même avec l'émergence d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle, vous ayez à nouveau cette tripartition de l'électorat au moment des législatives, du fait que cette tripartition, elle est socio-culturelle. C'est-à-dire qu'il y a 3 France. Il y a 3 France. Et il n'y en a plus 2, il y en a 3, même peut-être plus encore. Et donc moi je crois que même en cas, je répète, d'élection présidentielle anticipée, ou même en 2027, il n'est pas du tout sûr qu'elle disparaisse, cette tripartition. Alors il nous reste 5 bonnes minutes dans ce premier débat. Ensuite on va quand même se concentrer sur les événements à venir cette semaine, et notamment le mouvement Bloquons Tout pour mercredi, avec des conséquences sociales, politiques, économiques. Mais dernier chapitre autour de la gauche, évidemment, on l'a dit, on l'a déjà évoqué, qui postule pour Matignon. Tiens, je vous propose d'écouter Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, au micro de nos confrères de LCP. Cette mesure qui permet de combler la dette, de récupérer des marges de manœuvre pour faire de la justice sociale et environnementale, qui est une mesure juste, et ce pays a besoin de justice, c'est comme ça qu'on va gouverner. Et sur cette barricade-là, moi je suis prête à tomber. C'est-à-dire qu'il faut y aller au courage. Il ne faut pas y aller à reculons, en étant démissionnaire par avance, en disant je vais trouver le plus petit dénominateur commun que les macronistes qui voudront qu'on se plante. Il faut y aller à l'audace, il faut y aller au courage, et on ne sera pas seul parce qu'on sera soutenu par une grande majorité des Français, certains qui votent pour nous, certains qui peut-être ne votent pas pour nous, et même certains qui ne votent pas du tout mais qui ont envie que ça change. Alors, un gouvernement de gauche qui négocie des textes au cas par cas, c'est un peu la stratégie ou le schéma qui était proposé notamment par Boris Vallaud cet après-midi. Est-ce que ça vous semble crédible ? Bérangère Herbante. La gauche, c'est compliqué de parler de la gauche. Or et les filles, déjà. Or et les filles, voilà, ça commence par ça. Jean-Luc Mélenchon dit encore ce soir, Olivier Faure à Matignon, je censure. Oui. Comme ça, c'est clair. Donc, bon, à la limite, pour le coup, ça mérite de clarifier les choses. Il n'y a pas énormément de textes qui seront en mesure de faire passer. Je veux dire, alors ça peut être une option de parier sur les 18 prochains mois d'attente, mais à part un budget, et je ne vois pas bien sur quoi ils trouveront des majorités, en tout cas sur des sujets un peu forts, quoi. Votre avis, Thibault Munier, surtout avec un présupposé qui consiste à dire il y a un budget, notre contre-budget, et on veut pas vraiment l'amender, quoi. Donc déjà un présupposé qu'il y a un budget. Donc leur première tâche, ce serait de faire adopter un budget. Ça paraît difficile à envisager. Parce qu'en fait, finalement, ils tiennent à peu près le même discours qu'il y a un an quand ils proposaient Madame Castet, c'est-à-dire qu'en fait, on cherchera les majorités texte par texte. Et ça n'a pas marché, pas parce qu'ils n'ont pas réussi, mais parce qu'on ne leur a pas donné l'autorisation d'essayer. Oui. Et je crois, enfin après je peux me tromper, je suis très mauvais en pronostic, mais je crois qu'Emmanuel Macron a montré une certaine constance, c'est-à-dire malgré ses erreurs, notamment avec la dissolution, et malgré la responsabilité importante qui pèse toujours sur lui, sur l'état actuel de la situation institutionnelle, il ne veut pas que certains acquis de sa politique soient remis en considération. Et la mise en agenda de la taxe Zuckman, eh bien, qui n'aurait pas un rendement non plus fou, et qui d'ailleurs aurait aussi de la déperdition, eh bien, manifestement, c'est une ligne rouge, ou en tout cas un drapeau rouge, je ne sais pas comment l'appeler, vis-à-vis de sa politique d'accommodement fiscal. Et donc, je ne vois pas comment il pourrait nommer quelqu'un de gauche compatible ou quelqu'un de la gauche, hors LFI, sachant que la gauche, elle, est relativement cohérente sur « il faut un symbole » et cette taxe pourrait l'être. Allez, une dernière question, je vous la pose à Anne-Charlène, de Gilles, qui nous écrit de Saint-Avold. Alors c'est drôle parce qu'il dit « Pourquoi ne pas laisser le peuple français choisir le Premier ministre ?»
Parce que c'est écrit dans la Constitution et dans l'article 8 que c'est le président de la République qui le désigne. Mais on voit quand même cette volonté de l'assentiment populaire, de la recherche d'une démocratie directe. On rappelle quand même que depuis le mois de janvier, le président de la République avait fait savoir qu'il allait lancer des consultations. On en attend toujours une depuis 2005. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Jean Garrigue, je rappelle que votre nouveau livre, Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent, paraît ce mercredi. C'est aux éditions Odile Jacob. Je vous dis à très bientôt sur ce plateau.